de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de réfléchir avec vous aujourd'hui à ce sujet qui m'a beaucoup intéressée. Et je partirai d'une thèse qui prend un peu le contre-pied de ce qu'on veut défendre aujourd'hui, une thèse assez radicale et bien connue qu'on trouve chez Platon dans sa République, qui prévoit pour une certaine partie des citoyens de prendre en charge l'éducation de ses enfants, et que ce soit en fait l'État qui prenne complètement en charge l'éducation en arrachant l'enfant à sa famille. Pour former les gardiens de la cité, il faut les arracher à tout milieu familial qui leur ferait perdre du temps dans des soucis privés. Et donc, les enfants doivent être arrachés dès la naissance à leurs parents et mis en enclos et pris en charge par des femmes qui ne sont pas leurs mères pour être éduquées tout à fait en commun sans donc connaître leurs parents. Il faut tout faire pour éviter que les liens familiaux soient connus. Les parents doivent ignorer qu'ils sont dans tout ce microcosme des gardiens qui sont leurs enfants, et les parents doivent ignorer qui sont leurs parents. Et donc, on vit dans cette indistinction pour produire des hommes qui soient parfaitement civils, c'est-à-dire dévoués au bien public. La famille étant vue ici comme un danger pour l'investissement dans la vie publique. Alors, donc, cette thèse un peu radicale et que Platon sait être un peu idéaliste, nous poser la question, mais au fond, est-ce que l'État pourrait revendiquer ce droit d'éduquer, pas complètement ou partiellement l'enfant? Est-ce que l'État pourrait avoir ce droit sur la famille et primer sur les parents dans l'éducation des enfants? À qui finalement appartient l'enfant? C'est la question que vous avez évoquée des totalitarismes. Certains régimes politiques considèrent l'enfant comme étant propriété de l'État. Alors, donc, dans une première partie, je vais développer une voie plus modérée qui s'inscrit cependant toujours dans ce modèle, cette conception grecque de la cité, où la cité prime sur l'individu. Et cette thèse, c'est celle d'Aristote, qui, comme Platon, pense la primauté de la cité sur l'individu. L'enfant, bien que appartenant à ses parents, est destiné, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, à la vie publique. Le bonheur chez un grec ne se conçoit pas sans un déploiement de l'individu dans une vie qui soit politique. Le bonheur n'est pas que privé, familial. Et donc, il est un enjeu, l'éducation est une affaire d'État. Aristote considère comme le symptôme d'une décadence morale et politique le fait que l'État se désintéresse de la question de l'éducation. Il dit que dans la plupart des cités grecques, malheureusement, on vit comme, dit-il, les cyclopes qui décident pour le bien de leur famille, de leur épouse et de leurs enfants. Or, il faut à tout prix que l'État se saisisse, que la cité plutôt se saisisse de cette question. Pour autant, si Aristote n'est pas si loin ici des vues de Platon, dans la mesure où il pense que l'État doit absolument intervenir dans l'éducation des enfants, il maintient que la famille est le milieu privilégié d'éducation des enfants, et ce pour deux raisons. D'abord, et ça a été aussi un peu évoqué, parce que les parents sont dans une relation unique à leurs enfants. Le lien filial est une source d'un zèle, d'une sollicitude inégalable dans d'autres modèles éducatifs, par d'autres instances éducatives ou d'autres figures éducatives. Donc, le lien filial est le lieu privilégié d'une transmission des valeurs. Et si, nous l'avons dit, l'éducation est bien une affaire d'État, puisqu'il s'agit de bien éduquer les citoyens, les jeunes enfants, pour qu'ils deviennent des citoyens dévoués à la vie publique, qu'ils soient des hommes vertueux, c'est la famille qui sera le lieu le plus adéquat pour apprendre la vertu. L'enjeu principal chez Aristote de l'éducation, c'est la vertu des citoyens, pour le bien et la santé de la cité. Mais cette vertu, elle s'apprendra de la meilleure façon dans la famille. Pourquoi? Parce que l'enfant imitera plus volontiers un modèle de vertu lorsque ce modèle est une figure aimée, et l'amour qui est présent dans la relation filiale
et, et vecteur de cette transmission. Deuxième argument en faveur de l'éducation par les parents, c'est la connaissance privilégiée que les parents ont de leurs enfants. De fait, comme en médecine, il est bon de connaître les règles générales. Par exemple, nous dit Aristote, pour un fiévreux, la diète et le repos seront conseillés, mais dans certains cas particuliers, il faudra ajuster la règle générale. Et bien, de la même manière, Aristote pense que l'État doit produire des directives, un cadre juridique qui s'impose aux familles, mais que le parent sera seul à même d'adapter à son enfant parce qu'il a, par ce rapport privilégié que permet encore une fois le lien filial, une connaissance inégalée de son enfant et saura adapter le cadre général à la particularité d'un enfant. Donc, avec Aristote, on peut donc conclure que deux arguments sont en faveur de l'éducation par les parents. C'est donc le lien affectif qui unit les parents à l'enfant et favorise leur docilité. Il donne notamment au père un pouvoir de contrainte plus grand dans l'éducation à la vertu, dont nous avons vu qu'elle est essentielle pour la vie de la cité, et la connaissance privilégiée qu'a le parent de son enfant, qui permet, nous dit Aristote, de tenir un compte plus exact des particularités individuelles. Chaque enfant voit donc ses besoins spécifiques mieux remplis. Voilà ce qui était pour donc, notre première partie, donc chez Aristote, essentiellement dans son ouvrage L'éthique à Nicomaque, au chapitre 10 du livre 10. Mais on le voit dans une théorie qui n'est plus tout à fait la nôtre aujourd'hui, une théorie de la cité qui prime sur le bien de la famille et de l'individu, même si tout cela est lié. Et Aristote n'envisage pas la question de la liberté éducative du parent, puisque pour lui, le législateur intervient directement dans la vertu de ses citoyens. Là où notre État moderne se contente plus généralement de ne pas faire obstacle à la prospérité de ses citoyens, mais intervient moins dans la vertu des citoyens. Donc, pour garantir cette liberté éducative qui n'est pas une question traitée de la même façon chez Aristote, je voudrais dans une deuxième et dernière partie fonder cette priorité éducative du parent sur le droit naturel et sur le statut ontologique très particulier de l'enfant. Et cette thèse, on la trouve notamment chez saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Saint Thomas montre comment en fait, l'enfant a un statut ontologique provisoire mais très particulier. Face à son enfant, le père ou la mère ne sont pas face à un autre absolument. Il n'y a pas de relation d'altérité complète entre le père et son enfant, mais c'est un lien d'altérité relative. Pourquoi ? Parce que l'enfant est quelque chose du père, nous dit saint Thomas. L'enfant n'est pas encore un sujet juridique à part entière, une personne à part entière, il est une émanation, une prolongation, un prolongement, une extension de la personne de ses parents. Et c'est pourquoi ses parents ont une priorité dans son éducation, puisque d'une certaine manière, il est leur prolongement et ils décident de son sort comme ils décideraient du sort d'un de leurs membres corporels. Donc c'est ce statut-là de l'enfant qui vient justifier et fonder dans le droit naturel la priorité éducative des parents. Et saint Thomas analyse, pour justifier ce principe, le moment de la grossesse. La grossesse, on voit bien que l'enfant est confié son développement est confié au corps de la mère et que l'enfant n'est pas cet individu isolé, absolu d'abord, il est dans une forme d'indistinction corporelle avec la mère au départ. Et il n'est pas libre de ses mouvements, il est au contraire, sa croissance est protégée par le giron maternel. Et cette indistinction corporelle, une fois que l'enfant est né, se prolonge dans une indistinction spirituelle. L'enfant, jusqu'à l'advenue de sa raison et sa majorité,
reste dans une indistinction spirituelle avec le parent. C'est-à-dire que la raison des parents tient lieu de raison pour l'enfant. C'est donc les parents qui sont les premiers décideurs, puisque l'enfant n'a pas encore sa raison. Et donc cette indistinction corporelle et spirituelle de l'enfant vis-à-vis de ses parents vient expliquer un statut juridique tout à fait à part, qui le met et qui le place sous la juridiction de ses parents dans toutes les décisions qui le concernent. Donc le point de bascule qui va permettre à l'enfant de s'émanciper de cette protection et de cette mêmeté, et qui va le faire passer dans une dialectique entre mêmeté et altérité à l'altérité absolue, qui fera qu'il sera face à son parent un autre, vraiment autre, et pas quelque chose qui vient d'eux. C'est la possession de la raison. Et pour appuyer cette idée que tant que l'enfant n'a pas sa raison, il est soumis à l'autorité de ses parents, saint Thomas répond à une question qui est: doit-on baptiser les enfants des infidèles, donc des personnes qui ne sont pas catholiques, contre leur gré? Est-ce qu'on a le droit, pour certains motifs, d'outrepasser cette primauté des parents, puisqu'ils décident du sort de leurs enfants? Est-ce qu'il y a certains motifs qui justifieraient l'intervention? On pourrait se dire qu'ils ont des arguments légitimes. Il s'agit du salut éternel de l'enfant, donc peut-être faudrait-il le protéger de l'erreur de ses parents, dans le cas ici de leur non-adhésion à la foi catholique. Or, saint Thomas nous dit: tant que l'enfant n'a pas sa raison, c'est le parent qui reste décideur. Voilà. Et il appuie ça contre toute tentative d'ingérence. Et en dernier lieu, est-ce que, on a évoqué rapidement la question ce matin, est-ce qu'on doit penser des limites à ce droit, cette puissance paternelle sur l'enfant? Eh bien, en tout cas, l'erreur, la maladresse, les lacunes ne justifient pas une destitution de ce droit parental. Ici, dans le cas de saint Thomas, il s'agit d'une erreur pour lui, tout catholique qu'il est, que de ne pas croire, que de ne pas adhérer à la foi catholique. Pour autant, il faut respecter l'ordre naturel qui est que l'enfant est confié à ses parents. Et un cas plus actuel qui nous intéresse et qui vient encore une fois délimiter cette puissance paternelle et en évaluer peut-être les limites, c'est plus récemment la question de l'école aconfessionnelle. Alors, je m'appuie ici sur un autre thomiste du XXe siècle qui s'appelle Charles de Coninck et qui est en proie à ce même questionnement que saint Thomas posait pour le baptême des enfants infidèles, qui est l'émergence d'une revendication au Québec par les parents athées, agnostiques, d'éduquer leurs enfants dans des écoles qui ne sont pas confessionnelles. Donc les catholiques québécois s'inquiètent: est-ce qu'il ne faut pas quand même imposer une éducation catholique à ces enfants et outrepasser la volonté des parents de les faire grandir dans un contexte fidèle à leurs exigences agnostiques? Eh bien, Charles de Coninck, fidèle au droit naturel et à saint Thomas, rappelle qu'on ne peut pas imposer une décision qui serait contraire à celle de la volonté des parents. Et donc, il faut faire droit à cette revendication d'une école qui soit libre pour que les enfants puissent grandir dans les exigences de leurs parents, puisque Dieu, dit Charles de Coninck, n'a pas voulu contraindre la conscience de l'homme à l'adhésion de la foi catholique. Il faut respecter cet ordre naturel de la raison. Et une fois que les enfants seront advenus à la raison, eh bien là, ils pourront aussi choisir. Donc voilà l'inviolabilité, voilà poser l'inviolabilité du droit paternel, parental dans l'éducation des enfants. Charles de Coninck note simplement, et je termine avec ça, certaines circonstances particulières qui seraient donc la mise en danger de l'enfant par les parents, une irresponsabilité, une nocivité qui là pourrait justifier une intervention d'un tiers de l'État, mais
même si la conscience et même si l'intelligence des parents est erronée, ici dans le cas de Charles de Coninck, effectivement, elle considère encore une fois que c'est un bien pour l'enfant d'être éduqué dans la foi catholique, même si donc l'intelligence des parents est erronée, dans l'erreur, en professant l'agnosticisme, il faut la respecter jusqu'à la majorité de l'enfant. Donc pour conclure, je dirais que parce qu'il a un statut ontologique, provisoire d'extension et de prolongement de ses parents, qu'il n'est pas dans une relation d'altérité absolue, l'enfant demeure sous la juridiction de ses parents, qui en sont donc les premiers et principaux éducateurs.